8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes secrétaire général de la CGT. On va parler bien sûr du pouvoir d'achat et des prévisions aussi pour septembre, puisque vous allez lancer une marche aussi et puis une grève interprofessionnelle pour le 29 septembre. Mais d'abord, un mot sur l'expression, la manière dont Emmanuel Macron a répondu aux fameuses Uber Files. Je redonne juste le contexte. Les Uber Files, ce sont ces des documents confidentiels internes à l'entreprise Uber, dont le journal Le Monde s'est procuré, qui accuse le Emmanuel Macron, ministre de l'économie, d'avoir favorisé l'implantation d'Uber en France. Alors qu'il est interrogé hier par des journalistes, voilà ce qu'il répond. Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est d'un très mauvais goût. Enfin, il ferait mieux de répondre sur le sujet sur lequel il est interpellé, c'est-à-dire qu'un président de la République, un ministre reçoive des entreprises, ça se conçoit. Mais le problème, c'est qu'on adapte le code du travail pour l'implantation de cette entreprise. C'est ce qui s'est en réalité passé. Et donc, voilà le problème. Et là, je pense qu'il a toutes les raisons de répondre à ces questions, mais y compris ceux qui étaient autour de lui au gouvernement à l'époque. Alors attendez, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Vous dites d'abord, c'est pas le registre que vous auriez choisi, mais sur le fond, il répond, il dit j'assume. Il dit d'ailleurs si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est-à-dire que pour favoriser l'implantation d'une entreprise, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur cette entreprise, sur où elle paye ses impôts, les paradis fiscaux, etc. C'est-à-dire que le ministre Macron pousse le gouvernement à adapter le code du travail pour favoriser l'implantation de cette entreprise, c'est-à-dire... Ça veut dire que c'est pas l'entreprise qui s'adapte aux lois françaises, c'est la loi française qu'on a adaptée à l'entreprise. Pour ce modèle, soi-disant ce modèle économique d'entreprise où les salariés, ce ne sont pas les salariés, les travailleurs n'ont pas de contrat de travail, ils dépendent d'une plateforme numérique ils ont très peu de formation, les salaires, vous les connaissez comme moi, donc on a adapté le code du travail pour favoriser l'exploitation de ces travailleurs et ces travailleuses pour une entreprise qui s'implante chez nous. Mais il dit aussi que c'est ce qui a permis de créer du travail. C'est-à-dire que pour le coup, il n'a absolument aucun regret. Il dit que Uber, ça a ouvert aussi les possibilités de travail. J'assume totalement, je me suis battue pour créer de l'emploi. S'il fallait le refaire, je le referais. On a passé les premières lois en Europe pour réguler ces plateformes et le rôle du ministre de l'économie que j'étais, c'était de combattre un fléau, celui du chômage. Oui, il a créé une certaine forme d'emploi, des travailleurs qui travaillent 7 jours sur 7, parfois jusqu'à 12 heures par jour. C'est une forme de travail, et s'ils s'en vantent, moi je m'inquiète. Parce que nous, ce qui compte, c'est la qualité de l'emploi. On ne peut pas faire n'importe quoi à un travailleur ou à une travailleuse pour qu'il ait du travail. Donc oui, c'est un vrai sujet de polémique avec le président de la République. À certains moments, Emmanuel Macron, et notamment à ce même micro où il était interrogé par Jean-Jacques Bourdin juste avant l'élection de 2017, il avait dit au fond, il y a une alternative, c'est soit des jeunes, notamment les jeunes des quartiers, étaient chômeurs, voire lui-même dit dealers, là au moins ils deviennent chauffeurs. Oui, mais sous quelles conditions, avec quel salaire Mais entre les deux, vous préférez quoi quand même, Philippe Martinez ? Ni dealer, ni chauffeur. Ni dealer, ni chauffeur. Ni dealer, ni chauffeur. Un travail où... mais est-ce que chauffeur, c'était pas un pied à l'étrier du monde du travail ? C'est pas chauffeur, on dépend d'une plateforme qui vous donne ou non du travail, qui vous fait travailler 12 heures par jour et qui vous fait travailler 7 jours sur 7. Est-ce que c'est ça l'avenir ? C'est-à-dire que c'est des jeunes, et moi j'en ai croisé quelques-uns, qui au bout de 7-8 ans, ils sont nazes, comme on dit, parce que conditions de travail, parce que mal au dos, etc., etc. Non, donc il faut du travail, oui il en faut, mais du travail de qualité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, où on a un salaire, où on est payé selon des règles collectives, ce qui n'est pas le cas. Et c'est là où est le problème, parce qu'il a adapté ces règles du code du travail, des conventions collectives, à ce que demandait une entreprise. Même s'il dit aujourd'hui, nous avons été les premiers à faire passer des lois en Europe pour régulariser les plateformes.
Non, Vous n'êtes pas du tout d'accord, pas du tout d'accord. Non, il a fallu des mobilisations. Il n'y a rien de bon, quoi. Il a fallu des mobilisations de ces salariés. Vous l'avez certainement vu avec Deliveroo. Ils se sont mobilisés pour qu'ils commencent. Ils ont même été jusqu'à aller devant le tribunal et les prud'hommes. Le tribunal, le siège de Deliveroo Europe à Londres, pour qu'on commence à essayer à concevoir une forme de convention collective, c'est-à-dire des droits collectifs. Mais c'est grâce à la mobilisation des salariés, pas grâce au président de la République. La mobilisation des salariés, justement, il n'y aura pas de grève à la SNCF cet été. Voilà ce qu'ont annoncé la plupart des syndicats. Je vous vois faire un petit sourire sous votre moustache. Je vous écoute. Attends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas complètement sûr qu'il n'y en aura pas? Vous avez l'air déçu qu'il n'y ait pas de grève cet été. Non. Franchement, je pense que pour tous les voyageurs, c'est toujours le sujet. C'est mieux, mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont obtenu et est-ce qu'ils ont obtenu ce que vous espériez? Ce qu'ils espéraient, non. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient de cette grève et donc la mobilisation est à l'ordre du jour, sera à l'ordre du jour à la rentrée parce que les problèmes demeurent, que ce soit en matière de salaire qu'en matière d'emploi pour favoriser le transport, un bon transport des usagers. Vous voyez, j'ai pris le train dimanche, je rentrais du Festival d'Avignon, c'était une cohue pas possible, des trains en retard, c'était pas à cause des grévistes, c'était parce qu'il n'y avait pas de grève, c'était à cause du manque de personnel et ça a des conséquences sur les usagers de la SNCF. Manque de personnel, problème de salaire, quand vous dites 1,4% d'augmentation. Alors que ça fait 8 ans qu'ils n'ont rien eu, je pense qu'on est loin du compte. Donc la mobilisation, elle reprendra à la rentrée. C'est une sorte de trêve estivale de la grève? Il y a des vacances, tout le monde a besoin de se reposer, et puis dès la rentrée, mais plus largement que les agents de la SNCF, vous l'avez dit, le 29 septembre, c'est une journée interprofessionnelle, et parce que les questions de salaire et de pouvoir d'achat ne sont pas réglées dans bon nombre d'entreprises. J'ai pas tout à fait compris, d'ailleurs, Philippe Martinez. D'ailleurs, moi-même, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis parce que j'ai dit que vous alliez faire une marche contre la vie chère. En fait, c'est pas vous. La marche contre la vie chère, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pas noté. Ouais. Alors, si j'ai rien compris, c'est qui fait quoi? Les syndicats et la CGT, elle appelle à la mobilisation, à la grève, ce que font les partis politiques. Vous savez que c'est pas dans ma cour. Mais vous seriez pas pour une marche contre la vie chère? Nous, le rendez-vous, grève, manifestation, arrêt de travail, c'est le 29. Vous comprenez bien que ça prête un peu à confusion. Vous ne pouviez pas vous mettre d'accord? Vous deviez pas vous mettre d'accord? On s'est mis d'accord avec d'autres syndicats. Vous savez, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de vous piquer un peu le job? Pardon, mais enfin, quand Jean-Luc Mélenchon, juste avant vous, annonce, lui, une grande mobilisation en septembre, une grande marche contre la vie chère... c'est à lui qu'il faudra poser la question, quand vous le verrez. Mais j'imagine que vous-même, vous auriez peut-être préféré vous mettre d'accord. Non, qu'ils viennent à votre... Nous, on travaille avec les autres organisations syndicales. Pour l'instant, on est avec Solidaire, mais j'espère que d'autres nous rejoindront. Il y a un texte unitaire qui va sortir. Toutes les organisations syndicales françaises ont signé un texte unitaire sur les questions de pouvoir d'achat et sur les questions de salaire. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le monde du travail. Après, que les organisations politiques fassent des choses, ce qu'il faut, c'est bien respecter l'indépendance des syndicats et pas justement jeter la confusion avec des appels divers et variés qui concernent avant tout les organisations syndicales. Il sème un peu le trouble et il vous prend un peu le job? Non. Donc, est-ce que, dans ces cas-là, s'il ne vous prend pas le job et que c'est vraiment vous à la manette, est-ce que vous lui dites, Jean-Luc Mélenchon, mais tous les autres mobilisés, venez, plutôt que de créer votre propre marche contre la vie chère, venez soutenir la grève interprofessionnelle du 29 septembre? Pour l'instant, ce qui est à l'ordre du jour, c'est que les salariés, travailleurs, travailleuses se mobilisent et il y en a besoin. Après, le soutien des organisations politiques, il se fait normalement... tout le temps, et donc j'ai pas appelé qui que ce soit. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du monde qui soit mobilisé parce qu'il y a un vrai problème de salaire dans ce pays. Le 29 septembre, vous demanderez quoi? Premièrement, des augmentations de salaire. Alors, d'abord au gouvernement, une hausse du SMIC, parce que il faut que le plancher augmente, 2 000 euros. 2 000 euros pour le SMIC, vous? Exactement. Ensuite, une augmentation automatique des minima de branche, car vous le savez, il y a encore 112 minima de branche qui démarrent en dessous du SMIC. Dont la grille salariale commence en dessous du SMIC. Exactement. Puis après, il faut des négociations dans les branches pour que, évidemment, tout le reste suive. En fait, pour remonter tout le monde mécaniquement. C'est-à-dire, si vous remontez le SMIC à 2 000 euros, évidemment, vous voulez c'est ce qu'on que tout le appelle reste l'échelle remonte. mobile des salaires.
est-ce que vous demandez également un aménagement des temps de travail ? On sent bien que la question du rythme aujourd'hui et du rapport au travail est différente. Nous, vous savez que nous sommes toujours pour une réduction du temps de travail et je pense que ça se pose plus que jamais, ça se pose. Si on 32 heures ? Bien sûr. Si on veut que tout le monde ait du travail et un travail de qualité, il faut que ceux qui travaillent beaucoup travaillent un peu moins. Mais travaillent moins comment ? Les 32 heures, on l'a vu dans certaines entreprises, c'est 4 jours sur 5. Pour d'autres, c'est 32 heures échelonnées. Pour d'autres, c'est même une semaine régulièrement, ou même encore, certains à Europe Écologie Les Verts avaient avancé l'idée de prendre une année tous les 5 ans, une sorte d'année. Donc, ce serait vraiment une répartition du temps de travail très différente. Selon le travail qu'on fait, il faut que cette réduction du temps de travail elle puisse être différente. C'est pas la même chose quand on travaille sur une chaîne automobile ou dans l'agroalimentaire, où là, c'est des cadences très difficiles et ça peut être 1 heure de moins par jour ou 1 jour de moins dans la semaine. Et puis d'autres, je pense aux ingénieurs et cadres, par exemple, qui travaillent sur des projets, ça peut se passer différemment. Il faut que ça soit les salariés qui décident de la façon dont on réduit leur temps de travail. Mais il faut réduire le temps de travail, car on ne réglera pas le chômage si on continue à travailler plus et plus longtemps. Philippe Martinez, d'ici le 29 septembre, il y aura quand même ces discussions qui ont commencé cette semaine sur la question du pouvoir d'achat et du paquet pouvoir d'achat. Dedans, il y a notamment cette idée d'une augmentation du nombre d'heures défiscalisées, d'heures supplémentaires défiscalisées. Jusqu'à présent, le plafond, c'était 5 000 €. Hier, les discussions ont été jusqu'à l'idée de 7 500 € d'heures défiscalisées par an. Est-ce que vous y êtes favorable ? Non, parce que c'est une vieille recette, c'est pas nouveau. On nous présente chaque fois une nouvelle mesure comme un événement, alors que c'est pratiqué depuis très longtemps. Premièrement, il faut éviter les heures supplémentaires, parce que pourquoi les gens font des heures supplémentaires ? C'est parce que leur salaire est pas assez haut. Donc il faut éviter les heures supplémentaires. Et puis tout ce qui est défiscalisé, désocialisé, c'est-à-dire soit pas déclaré aux impôts, soit pas exempté de cotisations sociales, c'est pas bon pour la collectivité. Les cotisations sociales, c'est ce qui permet de financer la santé, de payer des infirmières, des médecins. Si on supprime les cotisations sociales, et il y a beaucoup déjà d'exonérations, eh bien la santé va aller encore plus mal et elle est déjà en mauvais état. Les impôts, c'est utile, vous savez. Les impôts, c'est ce qui permet de rénover des routes, construire des lycées, les hôpitaux, enfin bref, effectivement, l'impôt, c'est aussi le rapport au pays. Mais après, la question, c'est où est-ce que vous les mettez et à qui vous les faites payer. Quand vous avez aussi cette question de conditionner les exonérations de cotisations patronales, donc encore une fois, c'est cette question des cotisations, l'idée de conditionner ces exonérations de cotisations patronales à une négociation régulière des salaires. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Premièrement, on est contre, on est pour la suppression de ces exonérations de cotisations. On a bien compris que vous ne vouliez pas exonérer de cotisations. Vous considérez qu'il faut qu'il y ait des cotisations. Il faut qu'il y ait des cotisations sociales. C'est ce qui permet la solidarité. Et vous savez, en plus, comme ces exonérations, elles sont aujourd'hui à 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire tous ceux qui touchent 1,6 fois le SMIC, les patrons sont exonérés de cotisations, ça fait des trappes à bas salaire. Ce que vous voulez dire, c'est que ça encourage les patrons à maintenir leurs salariés dans des bas salaires pour ne pas avoir à payer les cotisations. Exactement. Donc, vous voyez, on maintient les gens dans des bas salaires pour éviter de payer des cotisations. C'est important, les cotisations sociales. Mais le patronat dit, oui, mais aujourd'hui, si on veut pouvoir embaucher davantage, si on veut pouvoir augmenter les salaires, il faut baisser les charges. Et là, le gouvernement a tendance à dire, pourquoi pas ? Si c'est du donnant, si vous vous engagez à renégocier régulièrement les salaires. Premièrement, moi, je fais la différence entre les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grands groupes. C'est quoi, les petites, c'est les gentils, les grosses, c'est les méchantes ? Les gros, c'est les très méchants. Ah ouais, c'est ça. Bah oui. Ils sont. C'est pas un peu caricatural quand même ? Écoutez, ils ont profité d'aide de nos impôts d'ailleurs. Mais quand vous êtes salarié d'un gros groupe, vous avez plus d'avantages que quand vous êtes salarié d'un petit groupe. Pour le salarié, c'est aussi un avantage, non ? Je parlerai pas d'avantages. Mais on a peut-être plus de... Ça compte pour un salarié, les avantages. Oui. C'est pas des avantages. On a plus de droits, des accords collectifs peut-être qui tiennent compte de la taille et de la représentativité des syndicats. C'est important. Vous savez qu'il y a plus de syndicats dans les grandes entreprises que dans les petites. Non, mais il y a un problème avec les grandes entreprises. C'est qu'elles bénéficient de beaucoup d'aides, beaucoup plus que les petites d'ailleurs, en proportion. Et puis que l'argent va beaucoup aux actionnaires.
Je vais revenir précisément sur ces super profits. Oui, il faut les taxer. J'y viens, ouais, mais sauf que vous n'avez pas répondu à ma question, Philippe Martinez. Est-ce que vous êtes quand même d'accord ou pas avec cette idée, à un moment, de dire aux entreprises, écoutez, si vous acceptez de revenir sur la table des négociations salariales tous les 6 mois, par exemple, de renégocier les salaires tous les 6 mois, on va faire une plus grande exonération de cotisation. Donc non. Ok. Ça devrait être la négociation. Tout le monde parle de négociation, de concertation, et ça devrait se faire sous condition. Si vous êtes gentil, faut arrêter de dire on va leur tirer les oreilles, on va leur taper sur les doigts. Il faut que les choses se passent un peu plus sereinement et un peu plus en règle avec le code du travail et la négociation collective. Alors précisément sur la question des taxes sur les super profits des très grosses entreprises. Hier, à ce même micro, Gabriel Attal, qui est désormais le ministre du Budget, à cette question me disait non, pour l'instant, nous n'envisageons pas de taxer les super profits. Nous donnons jusqu'à la rentrée, voire même peut-être jusqu'à la fin de l'année, à ces entreprises, notamment il évoquait Total ou les entreprises d'autoroute. Oui. Il disait pour que eux fassent un geste, c'est plus efficace, c'est plus immédiat. Il pensait notamment à la ristourne. Mais il ajoutait une sorte de petit astérix en disant s'ils n'ont pas fait d'efforts, si on considère qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'efforts, alors oui, on taxera en janvier. C'est pareil. C'est quelque chose qu'on entend depuis des mois, voire des années. Ils sont pas gentils. On va leur tirer les oreilles. On espère un geste, mais les gestes, on les attend encore. Il y a eu des aides publiques sans conditions, sans transparence. Il y a eu beaucoup de licenciements. Suite au Covid, à la Covid, les premiers mois, et on n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien dit. Sur les salaires et sur l'augmentation des minima de branche, vous l'avez entendu, Madame Borne était encore ministre du Travail. Elle a dit oui, il faut faire un effort, etc. Il y a encore une majorité de minima de branche qui démarre en dessous du SMIC. Voilà. Est-ce que vous voudriez que la France fasse ce que fait l'Espagne, puisque le Premier ministre socialiste espagnol a annoncé hier que le gouvernement espagnol mettrait en place un impôt exceptionnel sur les bénéfices des grands groupes énergétiques et financiers pour compenser les mesures de soutien, notamment des derniers mois face à l'inflation? C'est une bonne mesure, c'est une très bonne mesure, c'est ce qu'on demande d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre tout le surbénéfice, prendre une partie? Par exemple, donner beaucoup moins aux actionnaires, voire pas du tout, de façon à ce que cet argent il bénéficie aux salariés de l'entreprise, mais pourquoi pas aux salariés des sous-traitants, puisque là en l'occurrence c'est pas pour redistribuer, c'est vraiment ce que font les Espagnols, c'est qu'ils vont mettre en place une taxe sur les bénéfices extraordinaires des grandes entreprises énergétiques et ils devraient récupérer 2 milliards d'euros. Oui, c'est pour aider la collectivité, quoi. Exactement. Mais c'est normal qu'on mette à contribution les grandes entreprises. Vous disiez tout à l'heure que les grèves, il y avait une sorte de trêve estivale du côté de la SNCF. Hier, le président de ADP, les aéroports de Paris, était à mon micro sur RMC. Il s'engageait à ce que l'ensemble des bagages soient rendus à leurs propriétaires d'ici ce soir. Il y a eu une énorme pagaille dans les bagages avec plusieurs dizaines de milliers de bagages perdus au début du mois, des scènes de chaos. Et il expliquait que tout ça était parti du fait que des salariés qui s'étaient engagés à venir le matin, qui s'occupaient notamment de la mise en place de tous les bagages et les triages, ne sont pas venus, ils s'en désolaient. Est-ce que c'est une manière de faire ça? Premièrement, c'est pas moi qui ai parlé de trêve estivale, c'est vous. C'est juste, c'est moi qui en ai déduit, puisque vous avez dit c'est l'été, il y a des voyageurs, on reprendra le combat à la rentrée. J'ai pas non plus totalement déformé vos propos quand même, Philippe Martinez. Non, mais ce sont vos propos. Très bien, je les assume. Deuxièmement, il y a un problème dans le transport aérien, dans les aéroports, pas qu'en France. Vous avez noté qu'il y a des grèves en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Allemagne. Il y a un vrai problème dans les aéroports. Parce qu'il y a du personnel aussi à ADP qui a été licencié. Oui, mais là, en l'occurrence, le problème des bagages, c'est pas dû à ça. C'est dû quand même à un personnel qui n'est pas venu et qui avait dit qu'il viendrait. Il y a eu une grève, il y a eu plusieurs fois des grèves à ADP et dans la sous-traitance. Après, l'organisation du travail, ça dépend du PDG d'ADP. Ce que je constate, c'est, pour avoir discuté avec eux, avec le personnel, c'est mauvais salaire, mauvaises conditions de travail, manque d'effectifs. C'est peut-être ça le problème, d'ailleurs, des bagages, pas assez d'effectifs. Et on croise des choses. Je croisais une dame qui travaillait à la Croix-Rouge, à l'accueil, en tout cas à l'accueil des voyageurs qui étaient soi-disant irréguliers. Vous savez, elle est payée 11 € la nuit. 11 € la nuit.
alors qu'elle est diplômée. Ça, c'est un vrai problème. Et le PDG d'ADP ferait mieux de s'occuper de ça plutôt que d'essayer de dénigrer le travail de ceux qui sont dans les aéroports. Pas de grève cet été dans les aéroports ? Je crois qu'il y a une journée d'action qui est prévue. Donc ils ne feront pas comme à la SNCF. Pouvoir partir en vacances, parce que je crois que ça n'est absolument pas. Ça n'est absolument pas ma pauvre personne qui m'intéresse là en l'occurrence, mais je pense effectivement quand il y a du Français. mécontentement, on nous dit toujours non mais c'est pas le moment. Un certain nombre de personnes, dont les directions d'entreprise, dont les ministres, devraient s'appliquer à répondre aux revendications plutôt que de culpabiliser ou de montrer du doigt les salariés quand ils expriment leur mécontentement. En tout cas, nous avons là précisément un rendez-vous le 29 septembre. On l'a bien compris. Toutes les corporations confondues. Intersyndicale, grève de toutes les professions, donc le 29 septembre. Vous reviendrez d'ici là. Philippe Martinez, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes secrétaire général de la CGT. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.